De contenu, l'OM doit très vite se reconcentrer sur ce match contre Brest qui peut nous permettre de passer provisoirement premier en cas de victoire et en attendant le résultat de Lyon-PSG dimanche. L'objectif c'est de rebondir rapidement et de prendre 3 points avant la trêve internationale. En face, on va affronter une équipe brestoise qui n'a plus gagné depuis 5 matchs mais qui ne compte pas venir au Vélodrome pour faire de la figuration. Dans l'avant-match, on va tenter d'imaginer le 11 de départ marseillais avant de faire l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre de chaque côté et de terminer en vous donnant mon pronostic pour la réception de Brest. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires de la vidéo. Ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du débrief qui sortira certainement dimanche midi. Dites-moi aussi quel est votre état d'esprit avant le match. Est-ce que vous pensez que l'OM va réussir à rebondir ou alors est-ce que vous craignez une nouvelle contre-performance au vu de la dynamique de ces dernières semaines? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus tarder par un focus sur la compo marseillaise. Tout d'abord, Roberto De Zerbi a donné quelques infos sur les blessés, et la bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer quelques joueurs par rapport au match face à l'Atalanta. Timothy Weah est de retour après avoir loupé les 3 derniers matchs. Kondogbia pourrait être sur le banc, tout comme Bilal Nadir, qui se sont tous les deux entraînés avec le groupe jeudi et vendredi, mais qui ne sont pas encore à 100% pour être titulaires. On aura peut-être un retour un peu plus inattendu avec Neil Maupay qui pourrait réintégrer le groupe. D'abord écarté, puis blessé au dos, il viendra offrir une solution supplémentaire dans un secteur offensif toujours privé de Gouiri. En revanche, Balerdi sera pas de retour pour Brest, son retour est espéré à partir de la semaine prochaine, tout comme celui de Medina qui approche. Traoré est toujours indisponible et il y a toujours beaucoup de flou autour de ces situations. De Zerbi ajoute aussi que Matt O'Reilly et Igor Paixão ont ressenti une gêne, donc à voir quelle équipe il pourra aligner. Maintenant, sur la compo en elle-même, je m'attends à ce que De Zerbi aligne une défense à 4 avec Murillo à droite, Pavard à garde en charnière avec Emerson dans le couloir gauche. Au milieu, j'espère qu'on verra un duo Højbjerg-Vermieren avec Angel Gomez un cran plus haut, mais offensivement, on a une petite incertitude parce que Paixão aurait ressenti une gêne, donc De Zerbi pourrait mettre Weah sur le côté gauche avec Robinho Vaz dans l'axe et Greenwood à droite. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo dans les commentaires, est-ce que ça vous semble cohérent ou à l'inverse, est-ce qu'il faut faire d'autres choix? Après ce point compo, on passe à l'analyse de l'OM qui est toujours sur une dynamique très bancale malgré la victoire à Auxerre qui fait énormément de bien sur le plan comptable mais qui pour autant n'a pas été rassurante dans le contenu. Le match de mercredi soir a été très décevant sur bien des aspects parce que l'équipe n'a pas mis les bons ingrédients pour prendre l'ascendant sur l'Atalanta, pas assez d'intensité et de justesse technique avec toujours un petit temps de retard dans les duels qui nous a coûté cher. Un match évidemment tronqué par l'arbitrage parce que les décisions étaient absolument catastrophiques avec forcément en tête de file cette main lunaire d'Ederson qui n'a pas été sanctionnée et qui nous coûte le match alors qu'on pouvait espérer que le but soit refusé, qu'on obtienne le penalty et qu'on puisse potentiellement mener 1-0 dans les arrêts de jeu. Même si le jeu n'y était pas, ça aurait totalement changé notre analyse de la chose parce qu'on aurait pris 3 points hyper précieux pour la suite de la compétition. Maintenant, faut absolument que l'équipe montre autre chose dans le contenu, sinon on va droit dans le mur. Ils doivent aborder ce match contre Brest avec la volonté de régaler le public du Vel qui a vu une vraie purge mercredi soir. Faut partir pour la trêve internationale avec 3 points et des indicateurs positifs qui montrent que cette équipe marseillaise va tout faire pour rebondir et retrouver le niveau qui était le sien sur le mois de septembre et début octobre. Ça passera par un système tactique bien pensé de la part du coach qui a parfois tendance à se planter sur ses choix. On veut voir de l'intensité, du pressing, de la vitesse dans les transmissions avec des joueurs qui apportent beaucoup de mobilité pour qu'on soit imprévisible. Il faut que les milieux de terrain soient capables de prendre des risques pour casser des lignes, que tout le monde soit connecté les uns aux autres, puis forcément qu'on valide nos temps forts et qu'on ne sombre pas en toute fin de match sur un temps faible qu'on ne maîtrise pas. Il y a une première place à aller chercher en cas de victoire, bien sûr ça va dépendre du résultat entre Lyon et Paris, mais on se doit de mettre la pression si on veut continuer d'avancer en championnat. Un faux pas supplémentaire jetterait un gros doute, on sait que c'est pas une bonne idée à la veille d'une trêve internationale, donc on attend que l'équipe nous sorte un gros match et qu'on puisse voir une vraie progression par rapport aux 3 derniers matchs qui ont été globalement décevants. On enchaîne avec l'analyse du Stade brestois qui pointe actuellement à la 13e place du classement avec 10 points au compteur et un bilan de 2 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 14 buts marqués et 18 buts encaissés, ce qui les place comme la 4e moins bonne défense du championnat. Actuellement ils sont à égalité de points avec Lorient qui occupe provisoirement la place de barragiste, même s'ils ont une meilleure différence de but que la plupart des équipes de deuxième partie de tableau. En termes de dynamique, il reste sur une série de 5 matchs sans victoire comme j'évoquais en intro. D'abord un match nul et vierge contre Nantes à domicile dans une rencontre qu'ils ont largement dominée face à des Nantais qui n'ont pas cadré une frappe, mais Anthony Lopez les a dégoûtés en sortant absolument toutes leurs tentatives qui partaient très souvent de coups de pied arrêtés ou de centre. Ils ont enchaîné un deuxième match nul d'affilée contre Lorient dans un match fou qui s'est terminé en 3 partout, un match où ils ont encore montré leur qualité sur les centres et coups de pied arrêtés offensifs. Le premier but c'est Dina Ebimbe sur un centre de Loco, le deuxième attribué à un contre son camp de Makengo sur un corner de Del Castillo, et le troisième c'était un penalty obtenu via un coup franc indirect. Seulement c'est important de le noter, ils ont aussi encaissé leurs 3 buts sur des centres de Lorient.
Ensuite, ils ont pris 3-0 à domicile contre Paris en ayant beaucoup de mal à défendre sur les combinaisons parisiennes. Hakimi leur met un doublé sur 2 situations où les Parisiens se trouvent facilement dans les petits espaces, et Del Castillo qui rate ensuite totalement son penalty et Baldé qui perd son face-à-face contre Chevalier, puis derrière 3 grosses occasions pour Désiré Doué, dont la dernière qui va au fond après un bon appel dans la profondeur. Après ça, ils ont perdu 1-0 face au Havre dans un match où ils n'ont pas vraiment été bons en dehors de la frappe d'Ajorc qui touche le poteau. Les Havrais se sont vus refuser un but pour hors-jeu, Sanganté a ensuite marqué d'une tête puissante sur corner, et Rassoul Ndiaye aurait même pu marquer le deuxième en fin de match si Chardonnay n'était pas intervenu dans le bon timing. Plus récemment, ils ont fait match nul 0-0 contre Lyon alors qu'ils étaient en supériorité numérique depuis la 8ème minute et l'attentat d'Anse-Sattebourg. Logiquement, ils se sont procuré les meilleures occasions, mais Dominique Greff a fait un super match avec un double arrêt devant Ajorc et Pathé Mboup, puis devant Labo Lascari qui avait mystifié Mata puis Maitland Nice. Globalement, c'est une équipe en manque de confiance qui n'a pas marqué depuis 3 matchs et qui n'a finalement marqué que face à Lorient sur les 5 derniers. Défensivement, ils sont parfois fébriles face aux équipes qui combinent bien et qui jouent rapidement, mais aussi sur les centres et les coups de pied arrêtés défensifs. En revanche, ils peuvent faire mal sur les séquences de transition, tout comme sur les centres et les coups de pied arrêtés offensifs grâce à la qualité de pied de Lala et de Loco, mais aussi de Del Castillo sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui a des qualités à faire valoir même s'ils ne sont pas au niveau qu'ils montraient la saison dernière avec une très belle Ligue des Champions. Ils ont perdu Lesmelou et Camara cet été, c'est pas anodin du tout, mais ils ont toujours une équipe compétitive grâce à un recrutement intelligent. Ils ont toujours Lala à droite, ils ont récupéré Loco qui était blessé toute la saison dernière, ils ont recruté Chotard et Touzard au milieu de terrain tout en conservant Hugo Magnetti. Ils ont un secteur offensif fourni avec Dina Ebimbe, Mama Baldé, Amidou Makalou qu'on était d'ailleurs tout proche de faire signer avant qu'il n'opte pour Brest, Ajorc qui est très bon pour les remises et dans le domaine aérien en règle générale, Pathé Mboup dont on va reparler mais qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais aussi plusieurs choix en défense centrale avec Junior Diaz, Chardonnay, Le Cardinal et Koulibaly qui fait son retour en prêt à la suite de son transfert définitif à Strasbourg, puis Majewski qui a été choisi pour remplacer Marco Bizot parti cet été. Sur le système, Eric Roy aligne son équipe en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 la plupart du temps. A noter aussi que c'est une équipe qui affiche une meilleure moyenne à domicile avec 1 point par match, mais l'écart est très faible avec leur performance à l'extérieur où ils ont une moyenne de 0,80 points par match. L'historique est plutôt à l'avantage des Marseillais depuis le retour de Brest en Ligue 1 avec 7 victoires, 1 nul et 3 défaites. C'est un peu plus équilibré sur les 5 derniers matchs avec 3 victoires et 2 défaites, dont la purge pour les 30 ans de la Ligue des Champions et la défaite à 11 contre 10 sous Gattuso avec le but de Lesmelou en toute fin de match. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Weah qui va retrouver les terrains après avoir loupé les 3 derniers matchs et qui peut postuler à une place comme latéral droit, voire comme ailier gauche si Paixão n'est vraiment pas prêt à débuter. Son retour peut nous faire du bien parce que c'est un joueur qui se bat sur chaque ballon, qui a de vraies qualités athlétiques qui lui permettent d'enchaîner les efforts et de se montrer dangereux dans son couloir. Techniquement, c'est pas toujours super propre, notamment sur ses contrôles, mais je reste persuadé que son retour va nous faire du bien. Au milieu, je vais dire Højbjerg qui alterne entre le bon et le moins bon. Je l'ai trouvé globalement performant sur le mois de septembre et sur le début d'octobre, mais ces derniers temps c'est un peu plus délicat, c'est à lui de donner le tempo dans la construction du jeu, de pas se cantonner à faire des passes latérales, on a besoin qu'il prenne plus de risques et on sait très bien qu'il est capable de le faire puisqu'il le fait encore par séquence. Comme je dis souvent, avec un bon Højbjerg tu prends un vrai avantage dans le match et le fait qu'il ne soit pas associé à O'Reilly dans un double pivot comme face à l'Atalanta, ça pourrait aussi lui rendre service. Offensivement, je termine avec Robinho Vaz qui pourrait être titulaire, sachant qu'Aubameyang vient d'enchaîner les 3 derniers matchs comme titulaire en jouant quasiment l'intégralité des 3 matchs. Son dynamisme peut nous faire du bien en sortie de banc, mais je trouve quand même qu'un Robinho Vaz peut nous apporter de la fraîcheur d'entrée de jeu dans un match qui en demandera beaucoup, puisqu'en face c'est une équipe qui ne joue pas la Coupe d'Europe pendant la semaine. Côté brestois, je commence par Majewski qui a été prêté par Monaco dans le but de remplacer Marco Bizot comme on l'a dit un peu plus tôt. Un gardien qui est capable de faire des arrêts réflexes mais qui peut aussi se rendre coupable d'erreurs qui peuvent coûter cher comme face à Lorient. Cette irrégularité peut lui faire défaut donc c'est à double tranchant. Si on le sollicite beaucoup il peut vraiment craquer mais ça reste un gardien qui peut sortir des arrêts décisifs pour faire souffler son équipe par moment. Offensivement, je vais dire Pathé Mboup que j'ai pas mal suivi quand il jouait à Pau puisque c'était l'un des jeunes joueurs les plus en vue en Ligue 2. Recruté pour moins de 2 millions d'euros, ça a toute la bonne affaire pour les Brestois. Ailier dynamique qui sait enchaîner les efforts, capable d'être buteur comme à la dernière passe même s'il n'a pas encore ouvert son compteur avec Brest. Espérons que ce soit pas demain. Pour finir, j'aurais pu citer Del Castillo qui brille par ses qualités sur coup de pied arrêté et par son influence dans le jeu offensif, mais je voulais axer mon analyse sur Ludovic Ajorc qui est vraiment un danger permanent, très dominateur dans le jeu aérien, dangereux quand il est trouvé dans la surface et très important par son jeu en remise. C'est vraiment le joueur dont il faudra se méfier demain après-midi. Alors oui, il n'a marqué qu'un but jusqu'à présent, mais faut aussi rappeler qu'il a délivré 4 passes D, même si la plupart c'était lors de la victoire contre Nice quand il avait marqué un but et délivré 3 passes D dans le même match, donc attention à lui pour ce qu'il peut apporter dans le jeu offensif.
On termine cette vidéo avec mon pronostic. Pour le coup, c'est un match où les deux équipes ne sont pas dans une confiance optimale entre l'OM qui n'est plus au top en termes de contenu et une équipe brestoise qui reste sur 5 matchs sans victoire. Perso, j'ai envie de croire au réveil de l'OM pour partir en trêve sur une bonne note et pour s'imposer à nouveau après la défaite face à l'Atalanta. Je vais donc miser sur une victoire marseillaise 3-1 qui permettrait de mettre la pression sur Paris et de rester au minimum deuxième à la trêve internationale, mais à l'équipe de se donner les moyens pour qu'on n'enchaîne pas une deuxième contre-performance consécutive. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée, de vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez WEA dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'analyse du match en espérant un bon résultat avec une prestation aboutie à la clé si c'est possible. D'ici là, je vous invite à aller voir le débrief d'OM Atalanta qui est sorti ce jeudi sur la chaîne, le lien sera en commentaire épinglé et vous pourrez cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans une poignée de secondes. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.